passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc parallèlement, plusieurs mesures ont également été adoptées afin de limiter l'entrée des Syriens sur le territoire. Et parmi ces mesures, il y a eu l'obligation d'obtenir un visa pour pouvoir entrer en Égypte et d'un permis de séjour pour y séjourner pendant plus de 3 mois. Et pour obtenir le visa, il faut désormais en passer par tout un tas de contrôles de sécurité assez contraignants. Et donc les effets de cette politique se sont rapidement fait ressentir, puisque dès le 8 juillet, donc quelques jours après la destitution de Morsi, des centaines de Syriens ont été refoulés vers la Syrie, le Liban et la Jordanie au moment de leur arrivée à l'aéroport du Caire. Et d'après les différents témoignages que j'ai pu récolter durant mon enquête, le mois de juillet et également les mois de juillet et août ont véritablement été marqués par une multiplication des contrôles de l'armée et de la police égyptienne à l'encontre de la communauté syrienne, et plusieurs personnes ont donc été arrêtées et détenues parfois pendant plusieurs semaines sans réel motif et sans pouvoir entrer en contact ni avec le HCR ni même avec leurs proches à l'extérieur. Donc parallèlement aussi à ces contrôles de la police et de l'armée, plusieurs présentateurs de télé ont également cherché à monter la population égyptienne contre les Syriens, et donc tout cela a suffi pour retourner une partie des Égyptiens contre ceux qui considéraient quelques jours plus tôt encore comme leurs frères, allant parfois jusqu'à se traduire par des attaques physiques à l'encontre de la communauté syrienne, que ce soit contre ses biens, donc les restaurants ou les commerces qu'ils avaient pu ouvrir, mais également parfois des attaques directes contre des membres de la communauté syrienne, et en particulier dans la ville du 6 octobre où les Syriens étaient très présents. Donc tout cela a donc logiquement débouché sur un climat de peur généralisée qui a poussé une partie des Syriens à fuir le pays, principalement en direction de la Turquie, d'après ce que j'ai pu observer, et dans une moindre mesure de revenir vers le Liban et la Jordanie, ou de poursuivre leur parcours en direction de l'Europe, parfois en empruntant des filières irrégulières au départ de la région d'Alexandrie. Est-ce qu'on peut passer à l'autre diapo ? Donc même si on ne connaît pas précisément le nombre de Syriens qui a quitté l'Égypte depuis ces événements, une chose est certaine, c'est qu'en raison de la quasi-fermeture des frontières et les restrictions d'entrée mises en place depuis le mois de juillet 2013, et également au vu du nombre de départs que j'ai pu observer, que ce soit via les personnes que j'ai interrogées ou le fait de leurs proches, on peut affirmer que le solde migratoire s'est radicalement inversé. Mais par contre, si on s'en tient au nombre de Syriens enregistrés auprès du HCR, au contraire, il a doublé en l'espace de quelques mois seulement. Donc par exemple, si on prend la période qui va du 8 juillet, qui est le moment de la mise en place par les autorités égyptiennes de restrictions d'entrée à l'encontre des Syriens, et le 8 octobre, on passe d'environ 70 000 personnes enregistrées auprès du HCR à un peu plus de 120 000, soit une augmentation de 50 000 personnes en tout juste 3 mois, en sachant qu'il y a 2 semaines, le HCR comptabilisait au total 137 504 réfugiés syriens en Égypte. Donc on voit bien que l'augmentation s'est faite en l'espace de 3 mois seulement, pour fortement se ralentir par la suite. Et donc comment expliquer cette augmentation du nombre de réfugiés syriens malgré la quasi-fermeture des frontières égyptiennes ? En fait, c'est très simple, et c'est lié à une pratique des autorités égyptiennes qui est non officielle, mais malgré tout avérée. En fait, seuls les Syriens qui joignent une preuve d'enregistrement auprès de l'agence onusienne, du HCR, se voient délivrer un permis de séjour, tandis que les autres voient leur demande systématiquement refusée par l'administration égyptienne. Et donc c'est ce qui rend, à mon avis, intéressant l'étude des chiffres du HCR, parce que ça nous renseigne aussi sur la manière dont les États de la région décident de gérer l'accueil des Syriens, puisque dans le cas de la Jordanie, par exemple, les chiffres délivrés par le HCR semblent vraiment très proches de la réalité du phénomène, étant donné que l'écrasante majorité des Syriens qui entrent sur le territoire jordanien sont directement enregistrés par le HCR, qui travaille en étroite collaboration avec les autorités jordaniennes, tandis que dans le cas de l'Égypte des frères musulmans, étant donné que les Syriens n'avaient ni besoin de visa ni besoin de permis de séjour pour séjourner en Égypte,
rares étaient ceux qui allaient s'enregistrer auprès du HCR. Et donc on pourrait avancer de nombreuses raisons expliquant pourquoi les Syriens ne souhaitaient pas s'enregistrer, mais il semble que les deux principales soient premièrement l'optique du retour en Syrie et surtout la manière qu'ils ont, ou du moins qu'ils avaient, de se percevoir en tant qu'exilés. Est-ce qu'on peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît? Donc voilà par exemple un extrait d'entretien que j'ai réalisé 1 an avant le début de ma thèse, donc en juillet 2012, soit un an également avant la destitution de Morsi. Et voilà ce que Mourad me disait à l'époque: je ne suis pas un réfugié, l'idée de me considérer comme un réfugié ne me vient même pas à l'esprit. Ici j'ai un travail, je n'ai pas besoin d'aide. Je suis seulement venu en Égypte le temps que la situation s'améliore en Syrie, et alors je rentrerai directement dans mon pays. Donc en Égypte, la majorité des Syriens insistaient vraiment sur leur indépendance vis-à-vis de l'État égyptien et des organisations humanitaires. Et par-dessus tout, ils avaient vraiment cette volonté de se démarquer de l'image du réfugié vivant dans un camp, ou du moins dépendant de l'aide internationale ou du secteur de l'économie informelle pour pouvoir survivre. Et cette vision péjorative du réfugié semble avant tout être liée à tous les clichés qui sont véhiculés autour des camps de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, et également de l'arrivée massive de réfugiés irakiens en Syrie et en Jordanie durant les années 2000. Mais avec l'obligation d'obtenir un permis de séjour pour pouvoir rester en Égypte après le retour de l'armée, les Syriens n'ont donc pas eu d'autre choix que de s'enregistrer auprès du HCR. Donc on voit que cette labellisation a aussi des conséquences sur la manière dont les populations migrantes vont elles-mêmes se percevoir, se considérer. Et on le voit dans avec l'exemple des Syriens qui ne voulaient pas être perçus comme des réfugiés, mais lorsque l'enregistrement auprès du HCR est devenu la condition sine qua non pour pouvoir rester et séjourner en Égypte de manière régulière, ils ont par là même commencé à intégrer leurs conditions de réfugiés, avec toute l'autre connotation péjorative que cela peut avoir pour eux, et donc par extension sur la perception de leur situation et l'état de leur morale. Et donc avant de conclure, je reprendrai une nouvelle fois les mots de Mourad, avec qui je suis resté en contact assez régulièrement depuis notre première rencontre à l'été 2012. Et voilà ce qu'il me disait quand je l'ai revu 1 an plus tard: tu vois, finalement, ça y est, je suis devenu un réfugié moi aussi, j'ai ma carte jaune du HCR, et les chercheurs commencent à faire des études sur nous comme ils le faisaient avant avec les réfugiés irakiens en Syrie. Donc je vous laisse imaginer aussi l'expression qui se dessinait sur son visage à ce moment-là. Et donc la dernière diapo, s'il vous plaît, pour que je puisse conclure. Donc voilà, pour conclure, je dirais que au-delà des changements de conditions de vie des réfugiés syriens d'Égypte suite à la reprise du pouvoir par l'armée, cette situation soulève plusieurs questions, à commencer par ce que j'évoquais ce matin dans ma question, tous les enjeux politiques et économiques autour de la question de la production des chiffres sur les populations migrantes, et donc plus encore dans le cas des populations réfugiées. Une autre question à laquelle je chercherai à répondre dans le cadre de ma recherche, c'est de réussir à identifier les bifurcations, qu'elles soient issues d'un contexte politique, comme c'est le cas ici, ou bien de stratégies plus individuelles, qui amènent les migrants à changer de statut volontairement ou non, pour passer de la figure du migrant à celle de déplacé interne, à celle de demandeur d'asile, de réfugiés, et avant de devenir, pourquoi pas dans quelques années, des réfugiés de retour en Syrie. Et enfin, donc, la dernière question qui a émergé pour moi de ce terrain égyptien, c'est celle de la représentation des flux migratoires et surtout de leur diversité. Donc comment prendre tout cela en compte, parce qu'au-delà de la représentation d'un flux par une flèche allant d'un point A à un point B, comment réussir à représenter les flux dans toute leur diversité afin de prendre en compte leur dimension spatio-temporelle, mais aussi leur réversibilité, comme on vient de le voir avec cet exemple de l'Égypte. Donc voilà, c'est des questions sur lesquelles je vais continuer à travailler dans le cadre de mes recherches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Lagarde. C'était vraiment très intéressant. C'est fascinant la puissance du témoignage direct quand on peut avoir des personnes comme ça qui rapportent les données de personnes. Bon, moi, je vais substituer aujourd'hui Zineb Omari. Du coup, je serai plutôt modératrice que discutante. Et je vais passer
la messe de on parlera d'immigration économique ou migration politique, la porosité des catégories à l'épreuve de la Révolution. Merci. Merci, donc bonjour à tous et à toutes. Donc ma communication s'intitule Migration économique, migration politique, la porosité des catégories à l'épreuve du processus révolutionnaire en Égypte. Lorsque j'ai commencé à étudier le phénomène des migrations égyptiennes en France, dans le cadre donc, du programme ECOMIG, puis ensuite, alors toujours dans le cadre du programme ECOMIG, mais plus sérieusement ou en tout cas plus longuement, dans le cadre de mon travail de thèse donc en sociologie, il y a un peu plus d'1 an maintenant, il m'a souvent été possible de lire des rapports ou des articles faisant état d'une migration essentiellement économique, où était évoquée l'insertion des Égyptiens en France dans les secteurs de la construction, des marchés alimentaires ou encore de la restauration rapide. Alors au lieu de me tourner vers ces espaces, j'ai adopté une démarche quelque peu différente, puisque compte tenu de l'amorce du processus révolutionnaire en janvier 2011, je me suis prioritairement tournée vers les structures collectives qui ont organisé les actions relatives donc, à la révolution du 25 et puis plus largement relatives à la vie politique égyptienne. Donc, j'ai travaillé sur des structures présentes dans la ville de Paris, l'association des jeunes du 25 janvier à Paris, le mouvement Place Tahrir, les partis politiques Doustour et Taya Shabi, puis je me suis intéressée aussi à la dynamique autour de la campagne Tamarod. J'ai donc réalisé une vingtaine d'entretiens, des entretiens semi-directifs, avec des membres de ces associations et de ces partis, et puis des observations lors des rassemblements, alors depuis janvier 2013, au cours desquels des discussions informelles m'ont permis de réaliser une première sociographie des manifestations et des structures politiques associatives. En effet, dès le début du processus révolutionnaire en Égypte, la manifestation est apparue comme le répertoire d'actions privilégié des acteurs mobilisés en France, amenant dans le même temps une visibilité nouvelle des Égyptiens présents en France. En effet, pour la première fois, en janvier 2011, des Égyptiens manifestent dans les rues parisiennes. Composante principale de l'action collective, j'ai donc considéré la manifestation comme une porte d'entrée permettant de saisir une série d'interactions à la fois structurellement réglées et répondant à une configuration particulière. Faire la sociographie des manifestations et réaliser une cartographie de ces espaces militants m'a amené à questionner les liens entre migration économique et migration politique. L'objectif de ma communication est donc de partager avec vous une partie de mon terrain, de vous en proposer une première interprétation qui consiste à entrevoir les mécanismes de politisation en migration, où des individus essentiellement socialisés dans des sphères relatives à l'insertion économique, donc avant l'amorce du processus révolutionnaire, s'impliquent dans le champ de la contestation de la politique égyptienne. En effet, le processus révolutionnaire a fait apparaître sur le terrain politique, alors en Égypte et en France, essentiellement à Paris, des Égyptiens qui revendiquent une existence politique. À Paris, essentiellement des étudiants ou des anciens étudiants issus des classes moyennes urbaines et des travailleurs du secteur du bâtiment, originaires des villages du Delta, dont la plupart sont sans papier, se sont d'abord rencontrés pour demander eux aussi le départ du président Moubarak, donc en janvier 2011. Si des partis politiques et des organisations françaises et des organisations syndicales françaises appuyaient les manifestations, du côté égyptien, aucune organisation ne structurait la mobilisation pendant les 18 jours qui précèdent donc le départ de Moubarak. Marwan, qui est arrivé en bateau en 2008, à l'âge de 21 ans, explique comment il a vécu cette première phase. Quand je sors du métro, j'ai trouvé plein de monde qui marchait vers l'ambassade. Beaucoup. Le peuple veut la chute du régime. C'était la première manif avec que des Égyptiens, et j'ai trouvé beaucoup d'Égyptiens. Moi, je suis allée avec un ami, avec Salah. J'ai laissé le travail parce que c'était plus important de rester avec les gens, pour soutenir pendant les 18 jours. C'était le matin, le soir, là le Trocadéro, là Saint-Michel, la République. À ce moment-là, il rencontre Ayman, un jeune trentenaire arrivé en 2007 avec un visa qui a depuis longtemps expiré et qui travaille lui aussi dans le secteur du bâtiment. Avec Ayman donc, et beaucoup d'autres, et comme Marwan l'explique, ils ont arrêté de travailler pendant les 18 jours. Un changement de perspective,
manifeste où à ce moment-là, la priorité n'est donc plus de gagner de l'argent directement, mais bien de participer au processus politique en cours en Égypte. Un mois après le départ de Moubarak, et suite au Conseil des travailleurs tunisiens ayant, eux, une pratique politique beaucoup plus ancienne, les statuts de l'association des jeunes du 25 janvier à Paris sont déposés en préfecture. Une cinquantaine de personnes, très majoritairement des hommes de 20 à 35 ans, participent aux réunions. Ils sont tous égyptiens et se mobilisent pour la toute première fois de leur vie dans une organisation collective. Cette première phase de construction de cet espace s'établit alors sur un registre particulier, celui de la mise en avant d'une appartenance nationale et d'un effacement d'autres caractéristiques, révélateurs de périodes de bouleversement politique. Cet effacement manifeste des divergences de sexe, d'âge, de classe, d'origine géographique, de durée d'installation, de statut administratif ou même de posture politique, peut être envisagé comme une forme de simplification identitaire. Registre donc premier d'action. Marouane, sur son implication dans l'association, explique « C'était pas facile. J'ai jamais fait quelque chose comme ça, parler politique. J'ai jamais fait une révolution. Mais Ayman, il m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé, il était le plus important pour moi, le plus proche de moi. On a commencé ensemble. Moi, je l'aide et lui, il m'aide pour commencer à apprendre la confiance de faire les choses, parler avec les autres. » Ayman a 32 ans et lui aussi il est originaire d'un village du gouvernorat de Beheira. Il est arrivé en 2007 en Italie avec un visa temporaire de travail dans le cadre d'un déplacement professionnel. Après une scolarité publique, donc à l'université, il est diplômé de l'université d'agronomie d'Alexandrie. Depuis son arrivée en France, il travaille aussi dans le secteur du bâtiment. Il vit en colocation avec des Égyptiens. Avec Marouane et d'autres, ils vont organiser l'occupation en mai 2011 de l'ambassade d'Égypte pour demander la démission de l'ambassadeur proche du régime de Moubarak. Une manière pour eux de participer donc à la révolution. L'action est menée sous la bannière de l'association des jeunes du 25 janvier à Paris, mais dans les faits, seulement 12 personnes occuperont le lieu, des travailleurs sans papier du bâtiment en très grande majorité. Cette action hautement symbolique atteste d'une ouverture du champ des possibles, caractéristique de ce moment-là. En effet, le PND, donc le parti de Moubarak, vient d'être dissous, d'anciens ministres sont poursuivis en justice, l'ex-premier ministre est condamné à 10 ans de prison. On a donc un contexte qui donne suffisamment confiance pour aller jusqu'à occuper pendant 8 jours l'ambassade. En janvier 2012, 5 personnes quittent l'association pour créer le parti Dostour, autour donc de la personnalité de Mohamed El Baradei. Et en mai 2012, à la suite des premières élections présidentielles, le président de l'association des jeunes du 25 janvier et 7 autres personnes partent de l'association pour construire le parti Tayar Shabi, donc parti du candidat nassérien Hamdine Sabah. Alors, ces deux partis sont construits par des étudiants, d'anciens étudiants, qui sont en couple avec des femmes françaises. Avant l'amorce du processus révolutionnaire, ces derniers étaient déjà très fortement insérés dans des réseaux francophones et leur espace de sociabilité, qui était essentiellement composé de Français. Et s'ils construisent ces deux partis avec quelques travailleurs sans papier célibataires, il faut noter quand même que cette dynamique de construction de partis égyptiens en France est lancée sous leur impulsion principalement. En avril 2014, ces 3 composantes, donc le parti Dostour, Tayar Shabi et l'association des jeunes du 25 janvier, vont quand même se retrouver autour de la campagne Tamarod, donc qui aboutira à l'éviction du président Mohamed Morsi, comme vous le savez, en juin 2013. Pour la majorité des participants, le processus révolutionnaire va amener de réelles recompositions au niveau des réseaux de sociabilité. La création de ces nouveaux cercles va s'établir sur le registre d'une double affinité, une affinité relationnelle d'une part, et bien évidemment une affinité politique d'autre part. En parallèle donc de leur adhésion dans des associations ou des partis, ils se retrouvent dans des cafés, autour de repas, chez les uns, chez les autres, pour parler politique. La nature même de leur activité récréative est modifiée en organisant des sorties au musée du Louvre par exemple, ou des pique-niques au but de Chaumont ou sur les quais de Seine. C'est ainsi un nouveau rapport à l'espace habité qui se construit. En janvier 2014, le porte-parole du bureau militaire égyptien à Paris annonce «
tous les Égyptiens en France soutiennent le futur candidat, le général Abdel Fattah al-Sisi. Le 28 janvier, une quinzaine de personnes se revendiquant de la troisième voie, donc de ce courant qui refuse le binarisme du champ politique autour de l'armée d'un côté et les frères musulmans de l'autre, décident de se rassembler devant le bureau militaire pour crier leur mécontentement. Ce groupe est constitué de personnes, toutes mobilisées depuis 2011, ayant participé à l'association du 25 janvier, des jeunes du 25 janvier. Ayman, Marwan et Salah font partie de l'action. Salah est lui aussi originaire d'un village proche de Mahal. Diplômé d'une université publique égyptienne, il est arrivé en 2007 à Paris avec un visa touriste qui a expiré et travaille lui aussi depuis lors dans le secteur du bâtiment. En arrivant sur les lieux au bureau militaire, les policiers présents autorisent les manifestants à scander leur slogan sous les fenêtres de l'immeuble. Au bout de 5 minutes, les policiers leur demandent de se disperser, ce qu'ils feront tranquillement. Alors qu'ils rejoignent, escortés par ces mêmes policiers, la bouche de métro la plus proche, ces mêmes policiers vont recevoir l'ordre de contrôler l'identité des participants. 8 personnes se feront arrêter et resteront 16 heures en garde à vue. Parmi eux, Marwan, Ayman et Salah. Marwan et Ayman et 3 autres personnes ressortiront avec des obligations de quitter le territoire français, ce qu'on appelle des OQTF. Salah, quant à lui, sera dans une autre configuration. En 2013, il avait déposé à la préfecture un dossier pour obtenir un permis de long séjour avec une promesse d'embauche. Sa demande est refusée, mais il fait un recours. Et donc en janvier 2014, au moment où il se fait arrêter avec les autres au bureau militaire, étant sous le coup d'une procédure en cours, il échappe donc à l'OQTF. Son avocat décide alors de changer de stratégie et de faire une demande d'asile en joignant au dossier un ensemble de pièces témoignant de son engagement politique. En effet, Salah est une des personnes référentes d'une chaîne d'information arabophone, France 24 pour ne pas la citer, et il est clairement identifié et identifiable comme un opposant au régime, puisqu'il est souvent sollicité pour commenter la vie politique en Égypte. À la lecture du rapport de police, ces arrestations auraient été ordonnées par la préfecture, mais le plus intéressant intervient quelques jours plus tard, lorsque le 30 janvier, le tribunal administratif de Paris autorise un changement de destination pour un des activistes arrêtés en cas d'expulsion. Se basant sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, sur les textes relatifs au droit d'asile et sur la base d'un ensemble de témoignages qui attestent qu'il est bien connu des services de renseignement égyptiens, l'avocat en charge du dossier met en avant son engagement politique et surtout les risques de répression encourus une fois expulsé. En effet, de nombreux rapports font état de méthodes de répression politique importantes depuis le retour de l'armée au pouvoir le 3 juillet 2013. Et en cas d'expulsion donc, ces jeunes seraient exposés aux mêmes risques d'arrestation et de détention que connaissent aujourd'hui les militants qui dénoncent le pouvoir. Dans les mois qui ont suivi, ces militants, accompagnés par un collectif ad hoc composé d'organisations politiques et syndicales, Ensemble, le Parti de gauche, le Nouveau Parti anticapitaliste, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty, la LDH, le REMDH, ont tenté de s'appuyer sur cette décision du tribunal administratif pour faire annuler les OQTF des 4 autres personnes. Alors ils ne sont pas arrivés et chacun finira par gérer à sa manière, individuellement, cette question-là. Marwan ne côtoie plus du tout aujourd'hui ce groupe. Il s'est inscrit à l'université en littérature et histoire du monde arabe. La demande d'asile de Salah est toujours en cours d'instruction. Et Ayman est parti cet été en Italie. Alors il n'est pas parti en Italie pour y vivre, mais il est bien parti pour acheter un visa de travail. Puis il est revenu à Paris et continue ses actions politiques, donc avec Salah et quelques autres. Pour lui, la délivrance de son OQTF marque un réel changement d'attitude de la part des autorités françaises, qui ne les avaient jusqu'alors jamais inquiétés. Il explique que depuis cette arrestation, je cite, « La plupart des jeunes qui ont été mobilisés pour la Révolution sont maintenant dispersés, ils ne veulent plus continuer la lutte, ils se sont retirés de toute activité politique et des manifestations de rue. » Alors, la démobilisation n'est pas du seul fait de cette forme de répression administrative, évidemment, le cadre égyptien y est pour beaucoup, mais cet épisode amène à reconsidérer sa position de sans-papier et de militant. Donc, en guise de conclusion, ce bref exposé nous a permis de saisir une partie du processus de socialisation politique en migration au travers de l'étude
du champ de la contestation politique égyptienne à Paris. Le changement d'optique pendant les 18 jours où ces travailleurs du bâtiment priorisent leur insertion dans la dynamique politique peut apparaître pour certains comme une suspension du temps en migration et pour d'autres comme un point de bifurcation dans leurs itinéraires, référence à ce que disait David. Et dans ce temps de construction d'un espace politique égyptien en France, les relations interpersonnelles vont jouer un rôle crucial dans la création de ces espaces de socialisation politique. Leur formation, au travers de pratiques politiques, mais aussi récréatives, va alimenter leur positionnement contestataire. Et pour une partie d'entre eux, cet espace-temps, pendant lequel ils acquièrent un ensemble de compétences, leur a permis, pendant un temps, de faire abstraction des blocages induits par leur situation de migrants sans papier. Si la réduction de la distance entre un ici, la France, et un là-bas, l'Égypte, a été possible, pour l'heure, la fermeture du champ des possibles s'est aussi faite sentir dans ces deux espaces, au travers d'une double contrainte, en tant que sans-papier ici et en tant qu'opposant politique là-bas. C'est donc finalement ce passage d'une socialisation dans des sphères économiques à une socialisation dans des espaces politiques qui me permet d'émettre ici l'hypothèse que je voudrais discuter avec vous, que le processus révolutionnaire en cours en Égypte peut apparaître comme une mise à l'épreuve des catégories migratoires. Le processus révolutionnaire apparaît comme une conjoncture qui ébranle l'ordre établi et amène des modifications où rien ne sera jamais plus comme avant. Et je voulais terminer en laissant la parole à Aymen, qui lors d'une interview, disait « Avant Paris, pour moi, c'était la liberté et la démocratie, mais depuis, je réalise que même ici, ils utilisent des armes pour faire taire les citoyens, et qu'on soit ici ou là-bas, on a le même sentiment d'injustice de la part des autorités. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Célia. C'était vraiment très intéressant et j'ai l'impression que dans un cas comme dans l'autre, émerge fort la question de la perception de soi qui brouille aussi les catégories. Et donc du coup, ce que ça me fait penser en fait de vous écouter, c'est en pensant aux Syriens en Égypte qui n'assument pas en fait l'idée d'être de réfugiés ou de l'autre côté des entre guillemets, migrants économiques qui se retrouvent dans un processus révolutionnaire, etc. Je pense que c'est intéressant aussi d'interroger la définition que les acteurs même donnent de ces catégories en fait. Et ça permet aussi d'interroger les catégories que les chercheurs ou les médias donnent. Je vais donner la parole à c'est vous les discutants. Ah, non, oui. Vraiment très bien. Bien, alors je vais discuter. Je vais discuter. Là, nous sommes sur une perception. Pardon, excusez-moi. Nous sommes finalement sur deux perceptions, non pas simplement des migrations, mais sur des perceptions où les deux auteurs, me semble-t-il, ont voulu, les deux intervenants, rester proches de la situation et du vécu des personnes migrantes. On est dans un fort rapprochement, et je dirais même, c'était visible dans votre intervention, dans une situation d'empathie avec les personnes dont il est question. C'est une approche ce sont des approches qui sont tout à fait stimulantes, parce qu'elles permettent de traduire non pas simplement une situation, parce que ça, on peut avoir d'autres moyens de traduire une situation, mais effectivement de traduire le vécu de cette situation. C'est-à-dire avoir une image un peu plus complexe, je dirais en 3 dimensions, en quelque sorte, de ce qui se passe, aussi bien pour les migrants syriens que de ce qui se passe pour les Égyptiens installés à Paris à un moment qui, pour eux, est extrêmement important. Et du coup, ça ouvre toute une série de voies qui n'est pas simplement la compréhension de ce que des personnes peuvent... du trajet migratoire des personnes, mais également de la manière dont les gens se sentent en situation de migration et du type de représentation qu'ils peuvent avoir du monde. J'étais très frappé par les 2 dernières citations de Mourad
dans la première intervention, c'est-à-dire comment en un an, une personne a pu passer d'un statut à un autre, de se percevoir sur 2 statuts différents, c'est-à-dire dans un premier temps être intégré à une population, et puis effectivement en très très peu de temps, sur le cours des événements politiques, à se retrouver dans la situation stigmatisante qu'il a lui-même connue avec d'autres immigrants. Et ce sont effectivement des aspects extrêmement importants. Il y a tout un vécu de la migration qu'on a besoin de restituer, non pas simplement pour comprendre le phénomène d'un point de vue scientifique, mais également pour comprendre la manière dont les migrants s'insèrent dans un contexte et les interactions qu'ils peuvent avoir avec la population, qui sont des parties prenantes de la situation migratoire. Donc j'imagine que les débats et les discussions que nous pourrions voir pourraient tourner autour de cette perception et du rôle de la perception des cas particuliers pour comprendre non pas le phénomène migratoire en tant que tel, mais pour comprendre effectivement la manière dont les migrants sont insérés, vus, perçus, quelles sont les catégories d'usage, comment eux-mêmes se situent-ils, c'est-à-dire sur toute une partie de l'épaisseur existentielle des choses. Partie de la journée de Paris Arras avec Delphine Perrin, chargée de recherche Marie-Curie Séric, Centre d'études de recherche internationale communautaire, et qui va présenter un exposé sur dynamique juridique et interaction normative autour de la migration et de l'asile en Méditerranée. Merci. Est-ce qu'on... Oui, non, ça marche pas. Si ça marche. Il s'éteint tout seul. Ah, pardon. Alors, on va rechanger d'échelle, d'autant que la présentation que je fais aujourd'hui dépasse, puisque le Maroc illustre parfaitement bien ces dynamiques juridiques méditerranéennes, puisqu'il a adopté sa première loi sur la migration il y a seulement 11 ans, et travaille actuellement sur de nouvelles réglementations. Donc le Maroc a lui-même participé à cette tendance au développement juridique, cette tendance mondiale et régionale, et participe à un certain tournant dans ce développement juridique depuis 3-4 ans. Alors, les dynamiques juridiques en Méditerranée doivent incontestablement être placées dans leur contexte mondial. C'est à l'échelle mondiale que la migration est devenue un objet de focalisation dans les années 90, associé aux questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, mais aussi aux questions d'identité. À cette époque, au milieu des années 90, on assiste à une crise de l'asile. Les États principaux receveurs ne souhaitant plus recevoir. Donc c'est à ce moment-là que se développent les idées de faux demandeurs d'asile, de flux mixtes qu'il faudrait trier, ce qui aboutira notamment au développement des procédures accélérées qui sont actuellement diffusées dans le monde entier. Procédures accélérées à la frontière, mais des frontières qui deviennent aussi des frontières zones distinctes du territoire sur lequel s'applique le droit. Et c'est aussi à cette époque que se développe l'idée, en Europe ou en Australie par exemple, de déplacer les frontières et de délocaliser la gestion des réfugiés notamment sur d'autres territoires. C'est à cette époque aussi que se développe considérablement la pénalisation des activités liées à la migration et donc la criminalisation des migrants, aussi par leur enfermement, fût-il administratif. Donc progressivement, au cours des années 90 et puis les années 2000, un discours dominant se construit autour de l'idée de contrôler la migration, de la réprimer, un discours qui se construit à travers les institutions, les dialogues, les processus, les réseaux, et un discours qui se traduira par une convergence des législations dans le monde, y compris en Méditerranée. Donc dans ce contexte, l'harmonisation des politiques d'immigration et d'asile dans l'Union européenne a été à la fois inspirée de cette tendance mondiale autant qu'elle l'a nourrie. Et l'harmonisation a créé de la norme qui a été transposée en droit interne dans les États membres et qui s'est également diffusée dans le monde. À leur tour, les États maghrébins
ont adopté des réformes variées de 2003 à 2010 en lien avec la dimension externe de la politique d'immigration et d'asile européenne, qui vise à partager la responsabilité du contrôle des frontières et de la gestion des migrants avec les pays d'origine et de transit, mais aussi ces réformes ont été en interaction avec la tendance mondiale. Mais malgré cette mondialisation de l'approche des migrations, le droit est demeuré varié d'un État à l'autre, ce qui atteste de la marge de manœuvre des sociétés dans leur développement juridique et de son caractère endogène, même s'il est soumis à un ensemble d'influences. Et surtout, ce droit est en constante évolution, et singulièrement depuis 3-4 ans, dans l'ensemble de la Méditerranée, mais aussi à l'échelle internationale, de nouvelles dynamiques juridiques se font jour et nous rappellent la diversité des forces qui interagissent dans la fabrique du droit. Pour cette raison, je vais emprunter, une fois n'est pas coutume, aux sociologues et aux anthropologues la notion d'agentivité, une notion qui a notamment été attachée aux migrants pour décrire leur liberté d'action au sein ou par-delà des paramètres structurels. Et je propose pour ma part d'attacher cette notion aux États et aux sociétés au sens large pour décrire leur capacité d'agir dans la fabrique et le développement juridique au sein ou par-delà les pesanteurs structurelles. Alors, je commencerai par aborder l'agentivité des acteurs étatiques, y compris d'Afrique méditerranéenne, dans le développement d'un droit instrumental et dévalorisé au cours de la décennie 2000. Mon idée, en quelque sorte, est de déconstruire l'idée d'États maghrébins incapables de choisir leur propre développement juridique et simples récipiendaires de normes externes pour privilégier une approche en termes d'acteurs. Sachant que la création de droits se fait toujours sous influence. Influence de groupes d'individus, de structures politiques, d'États voisins, et c'est particulièrement le cas de la migration qui implique à la fois l'influence d'États émetteurs et receveurs de migrants, d'institutions internationales, de groupes d'intérêt, d'associations. Et puis, il est vrai que les États d'Afrique du Nord ont été sous une influence particulièrement forte de l'Union européenne, qui a fait du contrôle des frontières une condition à la coopération, en plus de se doter d'un ensemble d'instruments incitatifs. Mais j'insiste sur le fait qu'ils ont eux-mêmes participé à la formation des discours et des normes autour de la migration et de l'asile. Et le fait d'ailleurs d'être qualifiés non plus seulement de pays d'émigration, mais aussi de pays de transit, a renforcé leur participation et leur poids dans les négociations et dans les positions adoptées. Et par exemple, on peut rappeler que les États maghrébins ont participé à l'adoption de la Convention de 1990 sur les droits des travailleurs migrants, mais aussi à l'adoption du protocole de Palerme contre le trafic de migrants. Ils sont États membres de l'OIM. Ils sont partis au dialogue 5+5, au sein duquel a été développée notamment la notion des migrations irrégulières. Ils sont impliqués dans les multiples processus, dialogues, forums, lancés dans les années 90 et 2000, au sein desquels s'est formé ce consensus autour de l'approche migratoire. Donc plutôt que de parler d'États auxquels on aurait imposé, transféré une politique et un droit de la migration, je parlerai plutôt d'un partage de vues et d'un renforcement mutuel. Sachant qu'il faut aussi rappeler que les États maghrébins à cette époque étaient tous autoritaires et liberticides, également soumis à la pression terroriste, et ont donc embrassé sans embâge une approche répressive à laquelle ils ont contribué. Le consensus autour de cette approche de la migration, donc qui a été porté par les États et relayé par les institutions et les réseaux, a permis de légitimer les options nationales. D'autant que la société civile ou les éventuels contre-pouvoirs étaient à l'époque inaudibles au Maghreb comme en Europe, étouffés par le climat sécuritaire. C'est pourquoi, finalement, les dynamiques juridiques ont été similaires des deux côtés de la Méditerranée. Alors, quelques mots sur ces dynamiques juridiques au cours de la décennie 2000. On a d'abord assisté à une production normative très importante et qui a notamment amené à une extension considérable du champ des sanctions pénales et administratives liées à la migration. Pour fabriquer un droit, les rédacteurs des textes s'inspirent généralement de sources extérieures, des lois étrangères, des traités internationaux, dans lesquels ils picorent en fonction de leurs objectifs et de leurs ambitions. Et les États maghrébins ont effectivement puisé,
quoique diversement, dans les lois européennes, des lois européennes qui étaient elles-mêmes en interaction avec d'autres lois dans le monde. Alors, ils ont notamment puisé le délit d'assistance à la migration irrégulière, y compris ce qu'on appelle en France le délit de solidarité, c'est-à-dire l'aide bénévole, qu'on retrouve expressément au Maroc et en Tunisie. Ils y ont pris par exemple aussi le délit de mariage de complaisance en Algérie et en Mauritanie. Ils y ont pris la double peine, l'enfermement administratif. Ils n'y ont en général pas puisé les droits, comme par exemple le regroupement familial, ni les garanties procédurales qui accompagnent généralement les sanctions pénales et administratives. Ils ont aussi puisé des crimes et des délits dans les traités internationaux, comme par exemple le protocole de Palerme contre le trafic de migrants, donc crimes qu'on retrouve en Algérie et en Mauritanie. Mais ils ont aussi ajouté parfois leur propre production normative, issue de ce qu'on pourrait appeler leur culture politique. C'est le cas par exemple du délit de non-délation en Tunisie et en Algérie, mais aussi parfois une production normative issue de, donc pas de textes juridiques, mais de notions politiques développées au sein de dialogues internationaux. Alors là, le meilleur exemple, c'est la création du délit d'émigration irrégulière, applicable aux nationaux et aux étrangers, qui ont une spécificité maghrébine, et qui a été développé au sein des dialogues, et notamment le dialogue 5+5 que je citais tout à l'heure, ou bien on peut aussi citer le fameux et très particulier titre 2 de la loi marocaine 0203, qui essaie de traduire en droit la migration de transit. Donc voilà quelques exemples d'une tendance de la production normative, également une production normative forte visant à rationaliser le séjour. Au Maghreb, ça s'est traduit par des tentatives d'organisation du séjour, par des énoncés de titres de séjour, et dans l'Union européenne, par une plus grande compartimentation des migrations et des séjours également. Et puis enfin, une forte production normative amenant à contourner le droit. C'est particulièrement le cas en matière d'asile, avec la création de statuts alternatifs au statut de réfugié, comme la protection subsidiaire, ou le développement des procédures accélérées. J'en redirai 2 mots plus tard, parce que c'est aujourd'hui que ces normes sont en train de se diffuser au Maghreb. Alors, paradoxalement, parallèlement à cette forte production normative, on a assisté à un grand manque de droits, lié en particulier au développement des politiques ou pratiques migratoires dans leur dimension externe. Alors, un manque de droits, d'abord parce qu'on a eu le développement d'un droit mou, c'est-à-dire un droit non contraignant, qu'on retrouve surtout dans les plans d'action, dans les dialogues, comme le dialogue euro-africain, les approches, comme l'approche globale de la migration lancée en 2005, et au sein desquels, en plus, les droits de l'homme apparaissent généralement en 4e ou 5e position des priorités, après la lutte contre la migration irrégulière, les retours, etc. Et c'est aussi du droit mou qui encadre les mécanismes opérationnels de contrôle aux frontières, comme Frontex ou les patrouilles mixtes. Et puis parfois, le droit est tout simplement absent. Là, je ne citerai que les interceptions de migrants aux côtes mauritaniennes et leur enfermement à Nouadhibou jusqu'en 2010, donc sans aucune base juridique. Et puis enfin, c'était une période, on a eu surtout un droit non appliqué ou violé. Alors au Maghreb, les nouvelles législations ont entraîné tout un ensemble de problèmes d'application, ce qui est peu surprenant, d'une part parce que les lois avaient surtout été adoptées dans un but d'affichage politique, et puis dans l'urgence. Alors, en particulier, les dispositions relatives à l'organisation du séjour n'ont pas été appliquées dans l'ensemble des pays maghrébins, faute de procédures mises en place, de formation du personnel administratif et d'information des personnes. Des sanctions ont été davantage appliquées, surtout à l'encontre des nationaux, peu à l'encontre des étrangers qui ont été gérés, entre guillemets, comme auparavant, par le biais des expulsions, mais avec davantage de mauvais traitements. Mais des sanctions appliquées pas forcément sur la base des nouvelles dispositions, en particulier au Maroc, où la loi 0203 n'a pas été appliquée, même pour les sanctions, mais les juges ont recouru au droit antérieur. Et en Tunisie, diversement, la loi de 2004 contre le trafic de migrants a été appliquée contre les migrants, et non pas contre les trafiquants. Enfin, pas seulement contre ceux qui les aidaient. Et puis d'autres problèmes d'application, et notamment par exemple en Algérie, ce qui a posé problème, c'est la dimension collective
du délit, et puis général, du délit d'émigration irrégulière, qui rend difficile et puis impopulaire les sanctions. Et en Europe, un droit violé sans réaction institutionnelle pendant très longtemps. Là, je ne citerai que les expulsions collectives de migrants par l'Italie vers la Libye à partir de 2005-2006, puis leur réacheminement direct à partir de 2010 sur la base d'un accord bilatéral. Il a fallu attendre 2012 pour qu'une institution européenne judiciaire non communautaire, la Cour européenne des droits de l'homme, condamne l'Italie et rappelle que la conclusion d'un accord bilatéral n'exempte pas du respect des obligations en termes de droits humains. Donc pendant toute cette époque, on a pu croire qu'on pouvait créer n'importe quelle norme et qu'on pouvait aussi en faire n'importe quoi. Mais depuis 3-4 ans, on constate de nouvelles dynamiques juridiques qui peuvent révéler l'agentivité d'un ensemble enrichi d'acteurs dans le développement du droit de la migration, ce qui remet en question l'idée d'un système figé ou l'idée de structure dominante s'imposant à tous. Le consensus autour de l'approche migratoire semble se craqueler et les acteurs et les facteurs d'influence dans le droit se diversifient et se multiplient, et ce, d'abord du fait du résultat dramatique en termes humains de ces politiques, tout autant que de leur manque d'efficacité. Des résistances se sont organisées et développées à partir de 2005-2006, date des premiers drames en Méditerranée médiatisés. On a eu une accélération avec les événements de 2011 en Afrique du Nord, autour de l'idée de dignité. Et puis, les changements ou évolutions de régime en Afrique du Nord ont rendu les sociétés civiles plus audibles, plus dynamiques, en lien avec une société civile européenne qui obtenait par ailleurs des victoires, comme la condamnation de l'Italie, que j'ai citée à l'instant. Au sein même de l'Union européenne, l'unanimisme entre États et le silence des institutions qui prévalait dans les années 2000 n'est plus. On a une division entre États, et là on peut voir alors la division entre les pays aux frontières extérieures et les autres, et puis l'Italie qui semblait avoir changé de pratique en Méditerranée et se sentait isolée, et même donc des divisions entre institutions et États. Les résultats en termes de droit, eh bien, c'est d'abord une progression quand même assez notable de la place des droits humains, et en particulier aux frontières. Et ça se fait d'abord par un sursaut institutionnel au niveau européen et international, en particulier de la part des juridictions judiciaires. J'ai parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu aussi d'autres décisions. On peut parler aussi de la saisine des tribunaux nationaux par des ONG pour non-assistance en mer. On a d'autres contre-pouvoirs qui se sont mis à agir, comme le médiateur européen qui a lancé une enquête en 2012 et encore en 2014 à l'encontre de Frontex pour le respect des droits fondamentaux aux frontières. Également, au niveau des Nations Unies, le rapporteur des droits de l'homme des migrants, qui avait focalisé son travail en 2011 sur le respect des droits aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et puis un dernier exemple avec la Commission européenne qui a lancé une enquête à l'encontre des gardes frontières espagnols en 2014, ce qu'elle n'avait jamais fait à l'encontre de l'Italie dans les années précédentes. On a aussi une entrée des droits humains dans le droit mou dont je vous parlais auparavant, en Europe et à l'échelle des Nations Unies. Là, juste deux exemples. La révision du règlement de Frontex en 2011, qui inclut le respect des droits humains aux frontières, mieux vaut tard que jamais. Et puis le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a publié ses recommandations en octobre 2014 pour le respect des droits aux frontières. Et puis enfin, sur le plan maghrébin, tout un ensemble de réformes, notamment des projets de loi sur l'asile au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, en Algérie, des campagnes de régularisation au Maroc et en Mauritanie, un projet de réforme de la politique d'immigration au Maroc avec une loi qui commence par une liste des droits et libertés des étrangers, ce qui est assez rare pour être noté. Mais malgré tout cela, des tendances lourdes demeurent, bien sûr. Donc je vais citer seulement quelques thématiques qui demeurent. C'est d'abord la progression et la diffusion de l'externalisation. Cela est notable d'abord, par exemple, par le fait que la conditionnalité migratoire à la coopération avec l'Union européenne a été officialisée en 2011 par la Commission européenne.
Les accords de mobilité conclus par l'Union européenne avec la Tunisie et le Maroc insistent sur les négociations pour les réadmissions des nationaux et des étrangers, qui font notamment craindre que le lien établi entre réadmission et développement de régimes d'asile amène à un transfert du fardeau européen de l'asile, sur la base de la notion de pays sûr ou de pays de premier asile, sachant que parallèlement, on a très peu de progrès en matière de réinstallation des réfugiés dans l'Union européenne. On peut citer également le fait que les projets de loi maghrébins sur l'asile reprennent des notions européennes déjà largement diffusées dans le monde et qui préparent justement l'externalisation, notamment la notion de pays sûr, qui est repris dans le projet de loi mauritanien, qui, semble-t-il, ne le serait pas dans le projet marocain, mais c'est à voir à la fin, et les procédures accélérées qui sont aussi reprises dans ces projets maghrébins. Et puis, il y a toujours cet esprit de vouloir bloquer en amont. On sait qu'au sein de l'Union européenne, on maintient le système de Dublin, donc qui met une surpression sur les pays situés aux frontières extérieures. Et ces pays aux frontières extérieures eux-mêmes donc, veulent bloquer plus loin. L'Italie vient de lancer le processus de Khartoum, qui vise à bloquer non plus les migrants en Libye, incapables de bloquer qui que ce soit, mais encore plus en amont, à partir du Soudan, de la Somalie, de l'Érythrée. Donc on est encore sur un déplacement. On a parallèlement un maintien de la criminalisation. Là aussi, je peux citer encore le projet de loi marocain, mais cette fois-ci sur la migration, qui ne fait pas disparaître le délit de sortie irrégulière, qui ne dépénalise pas le séjour irrégulier, alors même qu'en Europe, c'est en cours de dépénalisation. Et puis l'enfermement, qui continue partout à être la seule solution envisagée, et maintenant même pour les réfugiés, reconnus, pas seulement pour les demandeurs d'asile. Enfin, troisième tendance, c'est l'option du moins 10 ans en termes de droits humains. Là encore, je citerai les projets de loi sur l'asile au Maghreb, qui reprennent les statuts alternatifs développés en Europe et là aussi diffusés dans le monde, comme la protection subsidiaire et la protection temporaire, alors même que la convention de l'OUA sur les aspects propres aux réfugiés en Afrique, à laquelle ces États sont partis, ne justifie pas la création de statuts alternatifs. Et puis, l'option du moins 10 ans que l'on retrouve dans ce droit mou en développement, puisqu'on reste sur du droit très fondamental. Le droit à la vie, par exemple, on dépasse très peu du droit basique. En conclusion, je dirais que le pouvoir de créer et de diffuser des valeurs et des normes, donc le pouvoir normatif, n'est pas exclusif à des entités fortes comme l'Union européenne. D'ailleurs, on pourrait considérer que le Maroc a été l'initiateur, avec la Tunisie 30 ans plus tôt, de la pénalisation de la sortie du territoire pour les étrangers et les nationaux. Mais dans les années 2000, la compétition entre États se faisait surtout autour de la capacité à contrôler et à sécuriser, tandis qu'aujourd'hui, elle est également autour de la capacité à protéger et à accueillir. D'ailleurs, à cet égard, il est intéressant de regarder les échanges diplomatiques un petit peu et médiatiques entre l'Algérie et le Maroc autour des Syriens, qui, au-delà de se renvoyer les Syriens d'un côté à l'autre de la frontière, se font un peu une compétition sur celui qui en reçoit le plus, celui qui les protège le mieux, etc. Donc, chaque État, enfin surtout chaque groupe d'États, a la capacité de constituer un modèle. Je citerai également la CEDEAO, qui s'est toujours inspirée de l'Union européenne, mais qui est actuellement en train de dépasser le modèle et de s'en émanciper en prévoyant un droit de séjour pour tous les ressortissants. Donc le Maroc, on le sait, aspire à un leadership en Afrique, comme Mehdi, tu l'as bien rappelé ce matin, et à la fois aussi à être une passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Il aspire à intégrer le club des États de droit et il a toute la capacité de se faire l'émulateur de normes progressistes et pas seulement le consolidateur de normes déjà diffusées dans le monde. Donc il pourrait par exemple bien sûr s'inspirer de l'évolution européenne vers la dépénalisation du séjour irrégulier, mais aussi être le premier à dépénaliser
la sortie irrégulière, ou encore initier une mise en œuvre de la Convention de l'OUA sur les aspects propres aux réfugiés, en s'appuyant sur des partenaires africains comme la CEDEAO, ou plus loin, des partenaires d'Amérique latine qui ont l'expérience de ce droit d'asile. Donc ça, ce ne sont que quelques propositions. Il existe de nombreuses possibilités de faire progresser le droit autour de la migration et de l'asile, et on peut peut-être en discuter dans le débat. Merci. Merci. Alors effectivement, là, on va, pour clôturer la journée, partir de la Méditerranée, de l'Algérie. On va traverser la Méditerranée et aller bien au-delà. On va essayer d'aller jusqu'en Chine. Alors c'est un peu décalé, surtout par rapport à ce qu'on a entendu, mais pas forcément quand on va voir effectivement cette nouvelle figure de migrants qu'on a essayé de suivre en remontant avec eux cette route de la soie, métaphore bien sûr utilisée pour rendre compte de ces nouveaux circuits économiques qui, à partir de la Chine, alimentent aujourd'hui les marchés du monde entier en produits de grande consommation. Donc c'est en remontant, en suivant ces nouveaux entrepreneurs marchands, on est allé de découverte en découverte, on a pu à travers eux découvrir comment différentes places transnationales étaient connectées entre elles, comment justement se mettaient en place donc ces réseaux marchands, et jusqu'à arriver à Yiwu, ce nouveau comptoir en formation dont il sera intéressant de voir sous quelle forme il va se pérenniser ou pas. Ça reste encore ouvert, c'est relativement récent, et son devenir est certainement encore problématique. Mais ça, on pourra en discuter à la fin. Alors, pourquoi c'est pas forcément très très décalé, puisque on est dans un contexte de reconfiguration des migrations. On l'a vu tout à l'heure dans les communications précédentes, ces migrations, ce passage de la migration économique à la migration politique, ce droit d'asile, vrai ou faux, mais en tout cas qui dans tous les cas font souvent appel à des publics migrants différents sociologiquement de ce qu'ils étaient à l'époque de ce qu'on appelait le capitalisme fordisme et de ce formidable appel de main-d'œuvre qu'il faisait pour faire tourner ses usines ou s'occuper des grands chantiers de construction, de travaux, de grandes constructions et de manière générale. Donc ces transformations sociologiques, on le voit donc dans ces publics, mais on le voit aussi dans les pays destinataires, où longtemps, pour des pays comme l'Algérie, beaucoup moins, c'est différent pour le Maroc, mais pour des pays comme l'Algérie, le seul pays d'émigration, la seule terre d'accueil, c'était la France. Ces liens historiques, la colonisation, etc., les réseaux, faisaient que c'était quasiment le seul pays où on migrait. Aujourd'hui, donc ça s'est énormément diversifié. Cette diversification, il y a une multitude de facteurs. Ce n'est pas un seul facteur, mais c'est vrai que ça correspond à un moment où, avec cette transformation, ça correspond à un moment où on va durcir justement les politiques migratoires pour passer en Europe et notamment en France. C'est quand les lois Pasqua, c'est avec les lois Pasqua et l'introduction des visas pour pratiquement tous les pays non européens, et notamment donc les Algériens qui venaient souvent, qu'on va se mettre à prospecter de nouvelles routes, de nouvelles destinations. Alors bien sûr, ce n'est pas le facteur qui va faire que les bifurcations ont eu lieu, mais ça correspond au même moment. Alors cet intérêt pour ces nouveaux migrants que nous avons étudiés, alors je tiens à le préciser, c'est surtout les travaux que j'ai menés avec Olivier Pliès, qui malheureusement n'a pas pu venir,
Et nous travaillons depuis maintenant environ 5 ans sur ces questions-là. On était parti en fait, Olivier travaillait depuis longtemps sur les routes, sur les routes et sur les places marchandes, alors que moi, je travaillais plus sur les reconfigurations urbaines en Algérie. Or, donc, mon point de départ, c'était les villes et leur reconfiguration. Or, ces villes sont en train de vivre au rythme de dynamique commerciale absolument impressionnante, qui font que des quartiers entiers, notamment des quartiers centraux et péricentraux, sont en train de se transformer en gigantesques zones marchandes, zones commerciales, où sont vendus dans des boutiques qui se modernisent de plus en plus, qui sont en train d'écouler ces fameux produits du commerce transnational, du commerce qui progressait, qui aujourd'hui vient pour 80% d'entre lui, d'après les douanes algériennes, provient de Chine, mais qui vient aussi d'autres régions du monde, notamment le Moyen-Orient, pour un certain type de produits, mais aussi du Maroc pour d'autres types de produits, ou du reste de l'Europe pour ce qui est d'un autre type de produits, notamment la France, l'Allemagne et l'Italie, et l'Espagne aussi, qui sont aussi d'autres pays où on peut s'approvisionner. Donc c'est sous l'influence donc, de cette nouvelle dynamique marchande, les villes se transforment, et j'ai voulu en savoir plus sur les acteurs de cette transformation. Donc rencontre normale avec Olivier, et on a commencé à s'intéresser. Nos terrains différents faisaient qu'on rencontrait les mêmes personnages, ce qui était d'ailleurs assez impressionnant. Il rencontrait à Dubaï des gens que j'avais rencontrés à l'Alma en Algérie, et donc on a bien sûr continué. Et on a bénéficié aussi d'une mission en Chine, financée dans le cadre du programme Ecomig, qui nous a permis donc d'aller en début de route. Nous avons donc remonté la route, et nous sommes allés enquêter auprès des Algériens et des Égyptiens installés finalement à Yiwu. Car c'est effectivement ça qui, en même temps, qui est assez impressionnant, c'est que il ne s'agit pas simplement d'entrepreneurs circulants, ils sont très nombreux à circuler. Je vous donne un exemple pour donc l'Algérie, qui est mon terrain. Il y a 34 000 commerçants importateurs qui sont déclarés. Donc à ces 34 000 commerçants importateurs, il faut sans doute multiplier au moins par deux le nombre, puisque souvent des importations se font par d'autres personnes qui utilisent le registre de commerce d'un frère, d'un cousin, d'un oncle ou d'un ami. Donc, pour ce faire, donc, c'est réellement donc, des milliers de commerçants qui sont concernés par ces pratiques d'importation. Donc ces milliers d'importateurs donc, se déplacent à travers les différentes places marchandes à la recherche des meilleurs produits. Des produits les moins chers, bien sûr. Alors, ça s'est fait en plusieurs. Alors, ce qui est assez, on pensait avoir affaire uniquement à ce type de commerçants. Et ce qui a été assez impressionnant, c'est que sur chaque place, finalement, se trouvent des commerçants qui vont s'installer et qui vont jouer le rôle de relais. En fait, et en jouant le rôle de relais, dans chacune de ces places, des formes de comptoirs se mettent en place, organisant les réseaux d'approvisionnement pour l'Algérie. Je pense que pour le Maroc, il y a beaucoup de similitudes. À Yiwu, j'ai rencontré aussi un certain nombre de traders, puisque ça s'appelle trader, du mot to trade, commerce. Donc celui qui organise le commerce, donc il porte le nom de trader. J'ai rencontré un certain nombre de Marocains qui sont installés là-bas et qui avaient également leur forte clientèle qui sont donc installés. Alors ces installations nous a forcément questionnés. On a voulu en savoir plus sur le profil de ces différents commerçants. Alors avant justement, puisque le temps passe vite, je pourrais en parler pendant très 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 longtemps. Donc rapidement, comment moi je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment en l'espace de 20 ans s'est construit un savoir circuler, avec comment cette nouvelle forme de migration a permis de se développer un certain nombre de compétences nouvelles en permettant à des individus souvent très jeunes, âgés entre parfois 21 ans, 20 ans, 21 ans jusqu'à 35 ans, de pouvoir comme ça se mouvoir, se déplacer sans aucun problème. On l'a vu ce matin, la mobilité, c'est vrai que ça fait beaucoup parler, mais peu de personnes finalement sont capables de bouger, même à l'intérieur d'un seul pays. Donc comment ces jeunes ont pu se lancer comme ça, surtout
quand on pense à l'Algérie, longtemps habitué à un seul type de déplacement, quand on passait la frontière, c'était la France, capable d'explorer différentes contrées, des contrées de plus en plus éloignées. Or, en fait, ces compétences se sont construites, donc, comme je le disais, sur une vingtaine d'années, et ça a correspondu à trois phases de mise en place de ce commerce transnational. La première phase a été une phase très très connue, un certain nombre de travaux ont été menés là-dessus. Le plus connu d'entre eux, c'est donc l'ouvrage de Peraldi sur les trabendistes, les porteurs de cabas. C'est ce qu'on a appelé, nous, et que certaines personnes dans la salle connaissent et ont même, je pense, contribué à participer à ces travaux. Mais bon, c'est donc ce type de commerce que j'ai rangé dans la catégorie du commerce transfrontalier, puisque la France est un pays frontalier, même s'il y a une mer à traverser. Ce commerce transfrontalier a été le point de départ de ces nouvelles routes. Alors, commerce transfrontalier, avec d'un côté de la Méditerranée Marseille, qui jouait ce rôle de comptoir et qui a eu sa gloire jusqu'au moment de la suppression des visas, mais qui correspondait aussi à une modification des routes. Donc, encore une fois, les visas jouaient un rôle, mais un rôle peut-être d'accélérateur de ce changement de route qui, de toute façon, aurait eu lieu. Marseille perdait sa primauté, puisque par ailleurs, on trouvait d'autres routes. Et c'est bien sûr le commerce transfrontalier donc terrestre, qui, pendant un temps, puisque dans les années la fermeture de la frontière marocaine, de la frontière terrestre marocaine, date de 94, voilà. Donc pendant longtemps, il y a eu l'axe Marnia-Oujda, qui permettait donc le commerce transfrontalier était très important, et Oujda était une de ses principales places transfrontalières. De l'autre côté de l'Algérie, donc avec la Tunisie, donc un certain nombre de places de l'Est algérien vont se développer, soit directement frontalières, soit situées à 100-150 km de la frontière. Ils vont jouer grandement ce rôle. Donc ce commerce transfrontalier d'abord avec la Tunisie, puis on va continuer à pousser un peu plus loin. Ça va être l'ouverture à partir de la Tunisie. Bon, voilà, c'est un schéma assez classique, c'est très trivial ce que je vais vous dire, mais bon, grosso modo, les commerçants algériens vont en Tunisie. Ils achètent des produits, oui, c'est intéressant. Ils apprennent que ces produits, non, ils ne sont pas de Tunisie, ils viennent de Libye. Ils continuent en Libye, et en Libye, ils disent, mais il n'y a pas d'usine en Libye, d'où ils viennent ces produits-là? Et de Libye, ils vont passer à Dubaï, ils découvrent Dubaï, c'est l'installation à Dubaï, et ensuite, à partir de Dubaï, ils découvrent la Chine, et l'entrée de la Chine dans l'OMC va permettre d'ouvrir à grande échelle le marché, et donc on va conserver le relais de Dubaï, mais pour un certain type de produits, ou pour redispatcher des marchandises commandées soit directement à partir de Chine, soit à partir de Dubaï, puisque des agences existent sur place, qui vont permettre de réorganiser ce commerce. Donc vous voyez donc comment se sont très rapidement, mais se sont constituées ces différentes étapes. Alors ça donne des flux de circulation extrêmement importants. Alors à partir de Dubaï, c'est aussi, on rayonne aussi sur le Moyen-Orient. Il faut parler aussi de la Turquie qui joue un rôle très très important. Longtemps, la Syrie aussi a été une place pour un certain type de produits, notamment tout ce qui était robes de fête, de mariage, etc. Donc produits féminins. Donc voilà, maintenant qui marchait, au début des événements en Syrie, ça continue à fonctionner. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Je pensais que c'était des produits stockés qui continuent à circuler. On me disait non, c'est des lots de marchandises qu'on vient de recevoir, alors que la guerre battait déjà son plein. Mais bon, je pense que maintenant c'est complètement terminé. Donc se développe donc un commerce à grande échelle, et donc des circulations extrêmement importantes. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces circulations donnent lieu à des installations. Alors, ces installations, elles existent donc en Turquie, elles existent à Dubaï, elles existent donc en Chine, et principalement en Chine sur 2 villes liées à la spécialisation des produits qu'elles ont. Donc, Yiwu pour les produits de grande consommation courante, les produits domestiques, et ce qu'on appelle de manière générale les small commodities, tous les petits objets de décoration domestique, ce qu'on peut voir dans notre quotidienneté de tous les jours, les fleurs en plastique,
antiques ou les objets religieux, les chapelets, etc. Et bien sûr Guangzhou, de par sa proximité avec Shanghai, qui est la principale zone industrielle de Chine et donc qui est la capitale de la principale zone de production de l'électronique, hein, et où on va également s'alimenter. Hein. Donc à partir de ces deux grandes places, donc c'est dans ces deux grandes places, mais il y a également des installations dans d'autres lieux, Hong Kong, il y en a pour les meubles en Malaisie, Kuala Lumpur, etc. Un certain nombre d'Algériens sont également installés à plein temps. Alors cette installation, elle consiste en quoi? Ce sont donc, on ouvre des bureaux de trading, c'est-à-dire qu'on va organiser sur place pour l'importateur algérien qui n'aura plus besoin forcément de se déplacer ou qui viendra pour voir les nouveaux produits, etc., mais qui n'aura pas besoin de séjourner longtemps. Hein, et le bureau de trading va lui organiser à la fois la commande, donc la négociation en chinois, la vérification de la commande, le dédouanement, la mise en conteneur, le dédouanement, l'envoi, le fret, etc., etc. Hein, donc, et c'est rémunéré à 2,5% de l'achat. Hein, donc c'est pas, faut vraiment, mais il y a une telle demande. Hein, ça se chiffre annuellement, ça se chiffre en milliards. Hein, c'est un truc considérable. Hein, c'est 80% des besoins d'équipement de consommation, pas d'équipement, de besoins de consommation de l'Algérie. Donc c'est des sommes qui sont considérables. Et donc à 2,5% le marché, c'est quand même c'est très très rétributeur et ça attire donc beaucoup de monde. Hein. Alors sur Yiwu, il n'y a pas véritablement de chiffres officiels. On a retrouvé dans une étude publiée en 2011, donc des chiffres de 2010, qui faisaient état de 11 000 étrangers à Yiwu, dont 70% d'Arabes, de manière générale. Alors, il est évident qu'à Yiwu, les Égyptiens sont les plus nombreux, c'est eux qui ont la plus grande visibilité, hein, et on le voit donc dans le quartier dédié à ce commerce particulier pour le monde arabe, puisqu'il y a un quartier à Yiwu qui est dédié. On va peut-être le voir ensuite en photo. Donc voici Yiwu. Alors Yiwu, bon, c'est une ville dont on entend parler grâce au commerce. Yiwu, c'est un peu la grande vitrine, c'est le grand showroom des produits de grande consommation, où voilà, on peut venir faire ses courses en gros. Hein, faire ses courses en gros. Alors c'est une ville qui n'a aucun attrait touristique, c'est situé à 240 km de Shanghai, hein, et c'est donc bon, qui va donc dans les années 90 se spécialiser, hein, dans ce type de produits. Alors là, on a une vue, hein, où on peut voir tout autour, voilà, le quartier qui sera appelé. Alors ça, c'est le premier. Voilà, ça, c'est le premier centre d'exposition qui aujourd'hui est fermé pour rénovation. Et depuis, on en a ouvert de nouveau. Alors voilà. Alors, donc ça, c'était une carte qu'on avait faite sur le quartier appelé par les autorités, hein, Exotic Street. Vous voyez, hein, on est chacun l'exotique de l'autre, hein, et là c'est, hein, où on a essayé de recenser, hein, dans l'organisation du quartier, donc où se trouvaient les différents commerces installés ou pris en charge par des Arabes, notamment alors les principaux commerces, ce sont des restaurateurs, des barbiers, énormément, hein, des salons de massage. Hein, et des restaurants. Hein. Alors ce sont les Égyptiens qui sont donc majoritaires, qui sont propriétaires, ou tout au moins gérants, hein, de ces restaurants, mais il y a aussi des Syriens, des Libanais, hein, et les Algériens représentent sans doute la 4e nationalité arabe, car avec les Égyptiens, l'autre nationalité extrêmement nombreuse, c'est également les Turcs, hein, les Turcs qui sont très nombreux, et les Turcs qui ont cette facilité en Chine de contact avec les populations chinoises turcophones, notamment les Ouïghours, etc. Hein. Alors il y a d'ailleurs dans Yiwu est une ville effectivement très cosmopolite, puisqu'elle accueille aussi beaucoup de migrations chinoises internes. Hein. Il y a une très forte communauté de Ouïghours. Les Ouïghours, donc, ce sont des Chinois turcophones musulmans, hein, qui sont installés également là, et qui généralement servent de main
main-d'œuvre, ce sont eux qui travaillent dans les restaurants et dans les commerces arabes qui sont installés. Hein. Les Ouïghours apprennent très rapidement l'arabe et donc parlent arabe et donc se développent. Alors voilà, le séjour se fait bien. Alors vous voyez, par rapport à l'ancien centre, donc ça c'est le principal marché. Alors il y a au total environ 100 000 boutiques d'exposition d'usines qui sont exposées dans 5 grands centres, foires d'exposition de ce type-là. Il y a une quarantaine d'expositions internationales par an, hein, où viennent des acheteurs du monde entier. Alors dans les acheteurs, dans les statistiques officielles publiées par le site des douanes de Yiwu justement, hein, donc l'Algérie, hein, pour montrer l'importance de ce marché, l'Algérie arrive en 10e position des pays destinateurs des exportations de Yiwu. L'Égypte arrive en 5e position. Hein, l'Arabie Saoudite arrive en 8e position. Alors surprenant, pourquoi l'Arabie Saoudite est 8e avec son nombre d'habitants, etc. Et ben, tout simplement parce que c'est à Yiwu qu'on fabrique et qu'on vend les objets religieux qui sont ensuite vendus à la Mecque, et les pèlerins du monde entier ramènent de la Mecque des produits fabriqués à Yiwu. Alors donc, quand on se promène et rapidement, hein, je vais vous dire un mot, si je peux faire passer en vitesse, tu restes 3 secondes par truc. Donc vous verrez là dans ce petit diaporama, voilà, fais le défilé par en bas. Un petit diaporama, donc voilà, là on entre dans Exotic Street, hein, et donc les commerces, les trucs, les ambiances urbaines qui peuvent s'y développer. Alors juste quelques mots sur donc j'ai dit déjà tout à l'heure qui étaient ces nouveaux installés. Donc on a pu faire avec les Algériens une dizaine d'entretiens approfondis, on en a rencontré un peu plus d'une vingtaine. Les Égyptiens c'est la même chose, on a rencontré à peu près le même nombre, hein, et donc sont ressorties quelques grandes tendances qui ne sont bien sûr, je termine avec ça, qui sont bien sûr qu'illustratives et pas du tout représentatives, hein, de ce. C'est bien sûr fonction de ce qu'on a pu rencontrer et croiser. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ils sont relativement jeunes, mais ils ont déjà une ancienneté. Hein, ils sont installés depuis au moins 5 ans. Le plus ancien avait déjà 8 ans d'installation, de ceux qu'on a rencontrés. Donc ils ont une moyenne de 5 ans d'installation. Des nouveaux arrivent sur la base parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils sont de la famille, etc. Vous voyez, ce qui est... alors c'est intéressant, hein, ce qui a été dit ce matin, ce que vous avez dit ce matin sur cette dimension générationnelle, hein, cette période de la vie où on n'a pas encore de responsabilité, on peut se permettre, on les retrouve, ces jeunes qui partent et qui acquièrent ces compétences, hein, mais qui vont quand même s'appuyer sur des réseaux familiaux pour justement profiter de cette... pour essayer de profiter de cette... Alors, ils sont installés, alors les plus anciens ont appris le chinois sur le tas, alors que les nouveaux apprennent le chinois dans des écoles, on a dû en voir une, dans des écoles privées qui se développent dans Yiwu. On en a trouvé une dizaine, à l'école privée, où pour 800 € pour 6 mois, hein, on apprend à parler chinois, et donc on intègre on s'installe en apprenant la langue de manière méthodique, hein, et on se lance dans les affaires. Alors bon, on a eu des entretiens très très riches sur comment on voyait l'avenir, comment on voyait... alors c'est une question assez marrante. C'est le cas classique de la personne qui s'installe sans savoir ce que sera demain. On se sent provisoire et on ne voit pas passer le temps. Hein, on en est déjà à 5 ans, 7 ans. Sur les 10 personnes algériennes qu'on a interviewées, 2 sont mariées à des Chinoises. Dans le sens contraire, oui, une Algérienne, un Français dirait oui, mais il s'est converti à l'islam. Mais on ne m'aurait pas dit ça pour... là, les 2 fois, hein, séparément, on a tenu à me préciser que c'est comme si cette dimension du partage de la même religion atténuait les effets d'une altérité supposée et de l'étonnement que pouvait avoir l'interlocuteur quand on faisait état de ce type de mariage. Ils me disent tous qu'ils vont plus ou moins régulièrement à la mosquée de Yiwu.
hein, parce que c'est un lieu d'échange. Hein. Autour de la mosquée, il y a un certain nombre d'activités culturelles, des équipes de football ont été, par pays ont été constituées, donc des tournois s'organisent, etc., etc. C'est-à-dire que ce fait, voilà, progressivement, on s'installe en Chine sans s'en rendre compte, tant que les affaires fleurissent, et un appel d'air se fait, puisque donc on a besoin de satisfaire, on fait venir des connaissances, des membres de la famille ou des amis d'enfance. Hein. Je vais terminer avec cette phrase, hein, sur cette bifurcation de trajectoire. Je discutais avec un jeune, enfin jeune, il avait 28 ans, mais il faisait beaucoup plus jeune, hein, et technicien supérieur, ça faisait 4 mois qu'il était à Yiwu. Alors je lui demande de me raconter comment il est venu. Bon, c'est son copain installé là depuis 5 ans, etc. Il lui a proposé, il a sauté sur l'aubaine, il ne pouvait plus, alors qu'il avait un boulot en Algérie, technicien supérieur en électronique, donc il était en emploi. Ah, mais il voulait à tout prix partir, donc on discute, je lui dis comme ça se passe, il me dit c'est magnifique, c'est super, etc. Et dans un moment de silence, je le laissais parler, dans un moment de silence, il me dit, on était au mois d'août, il me dit... là j'y pense et c'est vraiment dommage, me dit-il. Hein. Cette année, je n'ai pas pu suivre le Tour de France. Donc il vivait en Algérie, c'est un habitué du Tour de France qu'on diffusait au mois de juillet, tous les jours sur France 2, etc. Ça m'a un peu... Ouais, bon, comme ça, d'un seul coup, il s'est senti obligé de me dire ça. Et en même temps, vous voyez, ce changement d'horizon, hein, et ce qu'on va sans doute discuter demain, ces nouveaux imaginaires couvrent justement la découverte de ces nouvelles destinations. Voilà, je m'excuse d'avoir été un peu plus long que prévu. J'ai beaucoup apprécié en fait d'avoir écouté vos interventions ensemble, malgré ça peut sembler effectivement assez loin. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est au niveau des perceptions, ce que dégage votre intervention, qui c'est un peu la fixité, malgré qu'il s'agit d'évolution de la juridiction. Il s'agit toujours de gestion des migrations, c'est-à-dire un fait accompli. Donc on a vraiment l'impression que les législateurs poursuivent quelque chose qui est déjà... Donc ils sont toujours en retard. Ils sortent et ça donne une sensation vraiment de rigidité. Et immédiatement après, il y a cette exposition en fait, qui donne vraiment la sensation d'extrême dynamisme, de compétences, de bouger, de se placer, de créer des réseaux, de les reconfigurer en suivant des marchés qui changent. Que j'ai trouvé ça très intéressant au-delà de le reste. Bon, je vais vous passer la parole, monsieur Liateur, en discutant. Merci beaucoup. Vous avez déjà fait une partie de mon travail, ce qui rend la chose encore plus agréable. Effectivement, si je reviens sur la première intervention, j'ai été très sensible à cette tentative du droit de suivre le fait, mais à cette tentative du droit de suivre le fait parce que le droit était en quelque sorte talonné par différentes demandes sociales. Et donc, d'une certaine manière, si vous me permettez l'expression, c'est plutôt un ménage à trois. Il y a d'un côté le fait, ensuite il y a le droit, et il y a la demande sociale. Et la demande sociale, effectivement, va prendre des orientations extrêmement différentes, puisqu'on est parti, tel que vous le décrivez au départ, sur une politique finalement plutôt répressive. Et on arrive malgré tout à des ajustements, à des prises en compte. Sont des choses extrêmement intéressantes. Mais là aussi, ce type de va-et-vient pose quand même un certain nombre de questions, comme peut poser actuellement le même type de questions. On a eu hier ou avant-hier connaissance d'un sondage en France disant que 60% des Français étaient contre le droit de vote pour les immigrés, alors qu'il y a de cela 2 ans, c'était le même nombre, mais pour. Et d'une certaine manière, on a l'impression que si la situation des migrants est toujours mouvante, la situation du droit ou la situation de l'opinion vis-à-vis d'eux l'est à peu près autant. Et ce qui, à mon sens, ne facilite pas, et vous l'avez montré, le travail du législateur. Parce qu'effectivement, le législateur
Parce qu'effectivement, il y a l'idée de s'accrocher à un état de l'opinion. Et je reviens sur mon commentaire de départ. Le droit, c'est aussi une politique législative, et il est clair que les politiques législatives sont, comme les autres politiques publiques, destinées à remédier ou à apporter une solution à un fait, mais également à satisfaire simultanément plusieurs publics. Et on est un peu dans cette situation-là. Et d'un autre côté, la deuxième intervention nous a montré à quel point les situations de migration pouvaient prendre des formes absolument imprévisibles et d'une certaine manière créatrices. Parce qu'effectivement, l'idée qu'il y ait des Algériens dans une petite ville de Chine et que l'un d'eux puisse vous dire « Ah, mais je suis marié, mais elle est chinoise, mais musulmane », ça me donne quand même une idée de la plasticité, de la créativité de ces situations. Et voir comment il y a une sorte de paradoxe, si on ramène ça par rapport à la question du droit. Il y a un droit extrêmement complexe qui tente de suivre des situations, et d'un autre côté, il y a des situations migratoires qui sont totalement créatives et qui sont insérées dans la vie privée, dans la vie particulière des gens. C'est-à-dire, c'est pas simplement un trajet économique qui se trouve là, c'est-à-dire c'est un trajet économique inscrit dans des vies privées, de même que les réseaux migratoires sont souvent reliés à des réseaux de parenté. Enfin, il y a toute cette série de choses. Il y a une imbrication des choses qui rend effectivement, si on repart sur la tension entre le droit et le fait que Nazarène a évoqué, il y a une difficulté de mettre les choses en équivalence. J'imagine qu'on pourrait peut-être discuter autour de ces questions-là, mais là aussi, j'imagine que les questions du public sont plus variées que mes interventions. Merci. Oui. Oh, bon, écoutez, Philippe, je vous en prie. Question à Delphine par rapport... c'est moi, ça rejoint peut-être l'ouverture de débat qu'a fait Jean-Noël sur la question donc, de la mise en perspective de ces deux points de vue. Je voulais savoir si tu avais vu, dans le cas marocain ou ailleurs, l'influence que peut avoir la société civile sur la production normative. Parce que, à t'entendre, et de toute façon je sais que c'est essentiellement toi qui as raison, mais il n'y a que le point de vue des technocrates, voire des élus au mieux, qui discutent entre eux de manière sécuritaire ou pas de la question migratoire. Est-ce que justement il n'y a pas la possibilité aussi pour la société civile ou les sociétés civiles ou les militants et les migrants eux-mêmes qui s'auto-organisent d'avoir aussi une influence par leurs mouvements sociaux sur cette production normative? Donc, on voit petit à petit que les frontières de l'Europe, elles montent de plus en plus loin. Alors, on se demande effectivement jusqu'où vont les frontières de l'Europe. Dakar, Khartoum, ça commence à aller loin, ça rappelle des périodes précédentes. Et en quoi les pays maghrébins peuvent innover en termes de droit pour arrêter justement cette externalisation des frontières de plus en plus lointaine, hein, parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre à un moment donné d'accords bilatéraux en accords bilatéraux, ou d'accords bilatéral en accords bilatéral, je sais pas. Comment on peut monter aussi loin finalement à l'intérieur des territoires. Voilà, ça me paraît un peu... Et puis Saïd, effectivement, c'est intéressant de voir comment par l'économique aussi, on peut aussi contourner ces états de droit et comment ces entrepreneurs-là inventent et créent de nouvelles façons de faire sur ces routes-là, en contournant. Alors, est-ce que c'est l'argent qui permet de contourner? C'est toujours la grande question. Bon, merci beaucoup, Delphine, pour cette présentation très stimulante. Moi, en fait, je voulais juste apporter un petit complément. Alors, ça pourrait paraître être un détail, mais ce serait un peu pour... alors, certes, c'est par rapport à Frontex. Tu disais par rapport aux avancées. En 2011, il y a eu la révision du mandat du règlement Frontex. Et donc avec la mise en place d'un code de conduite, d'un officier des droits fondamentaux, un forum consultatif avec des organisations comme le HCR, l'OIM, Caritas, etc.
Et donc je voudrais juste nuancer en fait cette apparente avancée, parce qu'en fait, partager avec vous 2 points des fiches de poste, notamment la fiche de poste de cette chargée des droits fondamentaux, où il est précisé donc qu'elle devra s'engager et agir de façon indépendante dans l'intérêt de Frontex. Voilà. Et en ce qui concerne les membres du forum consultatif, il est prévu donc, dans leur feuille de route, les membres du forum consultatif et leurs représentants seront soumis au secret professionnel. Donc là aussi, loin d'être indépendant, en fait, les membres du forum consultatif sont finalement liés aux mêmes obligations que tout autre employé que Frontex. Et un autre complément, donc avec la modification de ce règlement en 2011, alors certes, il y a eu ces apparentes avancées, mais en même temps, Frontex a eu beaucoup plus d'autonomie, parce qu'elle, depuis 2011, elle peut avoir son propre matériel, etc. Et en même temps, elle est aussi habilitée depuis 2011 à utiliser les données personnelles des personnes interceptées et échanger ces données avec l'agence européenne policière, de coopération policière Europol. Et depuis 2011, elle est aussi habilitée à signer des accords internationaux avec des États, notamment d'Afrique méditerranéenne, sans contrôle démocratique, sans que le Parlement européen, notamment, n'ait son mot à dire. Voilà, pour nous aussi. On a une demi-heure de retard en fait. Bon, moi je voulais simplement intervenir sur l'un des points qui a déjà été mentionné, sur l'externalisation, sur l'Europe repoussant de plus en plus loin ses frontières, maintenant Khartoum. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas contextualiser tout ça? Je crois que c'est ça quand même le problème. Le processus de Khartoum est lancé sous présidence italienne cette année. Après quoi? Après Mare Nostrum. Hein? Donc je crois qu'il faut avoir en tête ce qui s'est passé en Méditerranée depuis 1 an et demi pour comprendre pourquoi le processus de Khartoum. Alors en 2 mots, il y a un peu plus d'1 an, un bateau juste devant l'île de Lampedusa coule, 500 morts. Les Italiens se mobilisent et disent « ça suffit, ça ne peut plus durer comme cela ». Que font-ils? Ils lancent la plus grande opération jamais lancée de recherche et sauvetage en mer allant contre le droit maritime international, jusque dans les eaux nationales libyennes, repêcher les bateaux qui partent, les ramener en Italie, les demandeurs d'asile, ne pas d'ailleurs se plier aux contraintes des accords de Dublin, puisqu'ils les relâchent immédiatement pour qu'ils gagnent d'autres pays européens. Durant cette année, l'Italie a ainsi récupéré en mer, en haute mer, plus de 150 000 personnes. Est-ce que ça peut continuer ou non? C'est ça la question. Et c'est là que le processus de Khartoum intervient. Si ça ne peut pas continuer, si on dit que c'est impossible pour des raisons matérielles, d'autant que l'Italie est seule face à d'autres pays européens, comme l'Angleterre, qui dit « pas question qu'on s'associe à ce genre d'opération, qu'on débourse un seul sou pour aller sauver des gens en mer, c'est leur faute si ces gens-là sont en mer ». Qu'est-ce que l'Italie peut faire? Peut-elle simplement maintenir les gens en Libye? Non, parce que la Libye n'est pas un État sûr. On ne peut pas les renvoyer en Libye. D'où l'idée d'aller effectivement en amont, puisque la plupart des gens que l'on va retrouver en Libye sont des gens qui, partis de Somalie, ou d'Érythrée, ou de où vous voulez, auront traversé des pays dont aucun pays d'asile potentiel pour eux. Donc, que faire? Et c'est là le processus de Khartoum. C'est pas un processus qui dit qu'il faut repousser la frontière de l'Europe jusqu'à Khartoum. C'est un processus qui prend acte du fait que un certain nombre de problèmes se situent dans la Corne de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas pour... Oui, d'accord. Alors, dans le processus de Khartoum, il n'est pas du tout exclu qu'il y ait des procédures de demande d'asile possibles à partir des ambassades européennes dans des pays tiers. Il y a quand même un des grands paradoxes. Je crois qu'il faut que les gens qui ne savent pas le comprennent. C'est que la migration, on demande son visa dans le pays de départ, mais l'asile, on ne peut le demander qu'une fois arrivé en Europe. Qu'allez-vous faire lorsque vous êtes un demandeur d'asile en Somalie? Qu'est-ce que vous allez faire? Deux questions. Delphine, qu'en est-il finalement de l'agentivité, capacité
résistance, la société civile, les associations de migrants, les fédérations de migrants, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'a dit tout à l'heure Mehdi. Ce serait bien d'en savoir un peu plus. Par ailleurs, quid de l'évolution de la rhétorique migration et développement aussi, parce que je crois que ça aussi c'est intéressant de voir comment ces notions-là sont retravaillées par différents agents voire en place. Et pour Saïd, moi j'aimerais savoir un petit peu plus quand même concernant les profils des traders. Pour avoir travaillé aussi sur les migrants subsahariens en Chine, moi je me suis aperçue qu'il y avait finalement 3 profils. Il n'y avait pas que des jeunes, il y avait d'abord des vieux qui étaient des anciens diamantaires et qui en avaient assez de prendre des risques du côté de l'Angola ou de l'Afrique du Sud, et ayant visité les bourses du diamant du côté de la Chine, Hong Kong d'abord, et en lien également avec l'ouverture de l'ANC, se sont décidés à se reconvertir en traders. Ça, c'était une des premières catégories, sachant que c'était des vieux migrants, analphabètes pour la plupart d'entre eux, provenant de l'Afrique sahélienne, en Mali, Sénégal. Après ça, il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures en Chine et qui sont aussi aperçus que ça peut être intéressant d'y rester plutôt que de repartir dans leur pays. Donc là, essentiellement des Nigérians, mais de plus en plus aussi des personnes venant de différents pays. Et puis une troisième catégorie, mais qu'on trouve moins en Chine, mais plutôt là du côté de Dubaï, mais ce sont aussi des traders. Ce sont des gens qui ont fait des études supérieures islamiques, cette fois-ci du côté des Airlines, et qui, ne trouvant pas de travail, sachant par les générations d'avant qu'il y avait impossibilité pour eux de trouver du travail dans leur pays d'origine, se sont reconvertis en traders internationaux. Donc je voulais savoir si, tu as parlé d'une catégorie un peu homogène finalement des jeunes, mais ça serait intéressant de connaître à la fois leur parcours professionnel et puis aussi migratoire. Je vous remercie. Ça va être assez rapide. Alors, Sophie, bien sûr, là, il s'agit d'une migration économique d'un nouveau genre. On part faire des affaires. On part faire des affaires. C'était le rêve du trabendiste. La génération du trabendiste est maintenant terminée. Il y a encore des trabendistes, bien sûr, mais c'est complètement marginal par rapport au marché algérien. Et donc à cette génération du trabendiste a succédé cette génération d'entrepreneurs marchands beaucoup plus aguerris et qui y vont pour s'enrichir et qui effectivement passent les frontières grâce aux pots de vin et etc. Donc ça fait partie des savoirs circulés qu'ils ont acquis. Alors sur le profil, c'est différent, c'est effectivement différent. Les premiers à s'installer sont des fils de commerçants. Donc ils vont s'installer à l'étranger, ils vont d'abord servir de relais à l'entreprise familiale. Et donc c'est ça qui va jouer. Alors le pionnier des pionniers, celui que Olivier avait rencontré à Dubaï et que j'avais rencontré à l'Alma, qui est le pionnier, qui est le premier qui s'installe, le premier qui s'installe en Chine, et qui a maintenant des bureaux dans 5 pays africains, qui a des bureaux dans 3-4 autres pays asiatiques, etc. Bon, qui est passé, lui, à une autre échelle, a toujours un coup d'avance. Alors, lui aussi, il a un profil assez particulier. C'est un ingénieur de formation. Très jeune, il en a marre. Il décide de partir à Dubaï. Des copains font du commerce. Et il dit, tiens, j'ai envie de me balader avec vous. Il part comme ça. Et à Olivier et à moi, il a la même version. On l'interviewe à plusieurs mois de différence. Donc c'est le même récit qu'il a. Et il arrive à Dubaï et il voit les facilités qu'il y a. Alors surtout le fait qu'il parle très bien français, arabe et anglais. Et l'Alma, c'est la principale place marchande en Algérie de ce type de produit, elle a le contrôle de tout le marché national algérien. Ça serait trop long pour expliquer comment cette place marchande, cette petite ville, qui n'est même pas un chef-lieu de préfecture, a pu obtenir cette importance.
à Tunisie, par exemple, depuis le démantèlement des réseaux d'approvisionnement avec la chute de Ben Ali, beaucoup de commerçants de Tunis s'approvisionnent à l'Elma et ont dénommé l'Elma la petite Chine, pour dire l'importance qu'a pris cette localité. Donc il est de l'Elma, il suit ses copains qui sont commerçants, il y va, et il rencontre un des gros grossistes de Dubaï, qui est un Iranien, avec lequel il va se lier et qui va voir en lui un atout. Il lui dit: écoute, moi je te propose de bosser pour moi. Le mec sait parler arabe, sait parler français, sait parler anglais. Il va apprendre le métier avec ce grossiste iranien, et en apprenant le métier, il s'installe, il ouvre son propre bureau à Dubaï, et il ira lui-même en Chine et il développera, etc. Alors ce type ce qui est récurrent dans les entretiens que j'ai eus avec les Algériens, mais aussi avec les Égyptiens, et avec un Turc aussi qui s'était prêté au jeu, on retrouve souvent cette dimension-là des études supérieures, un frère, un oncle ou un père qui est déjà dans le métier du commerce. On ne vient pas comme ça par hasard au commerce, et on est tête de pont et on peut se lancer. Alors ça, c'est le profil type. Alors dans ceux qui sont installés à IOU, on a estimé le nombre à environ 500 Algériens. Dans les 500 Algériens, il y en a un peu plus d'une vingtaine qui ont des bureaux agréés, qui sont déclarés, qui payent leurs impôts en Chine, pas cher du tout à ce qui paraît. Ils me disent: la Chine, c'est un pays magnifique, c'est un Eldorado, on ne paye pas beaucoup d'impôts, c'est parfait. Qui sont déclarés et qui eux-mêmes font travailler un certain nombre puisque c'est des bureaux prospères, c'est important, il faut aller dans les usines, il faut passer les commandes, il faut faire les dédouanements, etc. Donc ont une main-d'œuvre qu'ils font venir d'Algérie. Ce sont des cousins, ce sont des copains d'enfance, etc., qui eux-mêmes apprennent le métier et ont comme ambition de s'installer à leur compte. Donc ils sont jeunes. Et il y a les indépendants, ceux qui n'ont pas l'agrément, mais qui travaillent en association avec des Chinois. Et qui, eux, sont très très nombreux et qui ont effectivement... Alors, ils ont tous fait des études universitaires qu'ils n'ont pas forcément terminées, même souvent ils n'ont pas terminé, ils te disent: bon voilà, j'étais en physique, je m'emmerdais, etc. Il n'y avait pas d'avenir, qu'est-ce que je vais faire avec ma licence d'électrophysique ou de trucs comme ça, et qui ont saisi, qui attendaient une opportunité et qui vont sauter sur cette opportunité. Alors, ce n'est pas représentatif, mais c'est ce qu'on a vu. Le chinois. Mais dans la perspective très rapide aussi de pouvoir trouver du travail en Chine. Une société très libre. Ouais. Mais en Algérie, les instituts Confucius n'existent pas. Et donc eux, ils apprennent maintenant le chinois en allant, c'est 800 €, mais ça fait partie du package. On vient en Chine, on sait qu'on commence par les cours de chinois. Voilà. Merci pour vos questions. Je vais essayer de les regrouper. Et je vais commencer par du coup, les deux questions sur la société civile, et je ferai un lien avec les remarques de Jean-Noël. Du coup, je regrette de ne pas avoir assisté davantage parce que ça me paraissait le fil conducteur finalement derrière mon intervention, mais ça a été trop implicite. Parce qu'en fait, le rôle de la société civile est fondamental dans le tournant de ces 3-4 dernières années. C'est parce que la société civile s'est extrêmement mobilisée à partir de 2005-2006, mais à l'époque, ça n'a rien donné. Mais par exemple, la condamnation de l'Italie en 2012, c'est la société civile qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et d'ailleurs, elle avait déjà essayé des années avant. Même en 2005-2006, à l'époque des expulsions collectives, il y avait eu des tentatives, mais ça n'avait rien donné au niveau de la Commission ni du Parlement. Et au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'ils n'avaient pas réussi à retrouver des preuves, des faits. Donc c'est arrivé simplement plus tard, mais il y a eu plein de tentatives avant. Et c'est simplement qu'à un moment, disons, déjà la société civile, pendant plusieurs années, du coup, s'est organisée de plus en plus à partir de 2005. Et puis, les tentatives infructueuses ont finalement donné des résultats à peu près à cette même période.
Alors ça, ce sont des exemples. Par exemple, bien sûr, les saisines des tribunaux, c'est la société civile. Ensuite, sur le droit fondamental aussi, donc c'est dommage, Mehdi est parti, mais le fait que le projet de loi marocain sur la migration commence par une liste des droits et libertés des étrangers, c'est clair qu'il y a la volonté de répondre à une des demandes sociales, celle des associations en faveur des migrants qui sont très très actives au Maroc. La société civile est également donc officiellement consultée pour donner des commentaires sur les projets de loi. Donc, alors, ensuite, et là, ça va avec... c'est pas une réponse, mais aussi en lien avec les commentaires que tu as fait concernant Frontex, c'est qu'aujourd'hui, justement, je ne veux pas faire croire qu'on est passé tout d'un coup à une autre époque, où on passe au respect des droits humains, etc. Mais on est dans quelque chose de plus diversifié. Maintenant, il y a une place à une interaction de diverses forces. On n'est plus justement dans quelques acteurs forts qui empêchent l'interaction. Ce qui fait qu'on assiste à des va-et-vient et à des forces contraires qui interagissent. Pour Frontex, voilà, on a avancé un peu, en même temps on recule. Les enquêtes du médiateur européen dont j'ai parlé, c'était justement après la révision du règlement. Donc il y a des reculs dans la révision aussi, mais le médiateur essaie d'aller encore plus loin. Et c'est pareil dans les projets de loi. Par exemple, ce projet de loi, il commence par une liste de droits et libertés pour répondre à la demande de la société civile. Et plus loin, on voit que le délit de sortie irrégulière est toujours là, qu'on a tout un ensemble de délits. Juste une idée, justement, parce que finalement, le droit, il n'est pas obligé, je pense, d'essayer de répondre à toutes les demandes sociales. Et ce qui m'y fait penser, c'est notamment le tout petit débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'Algérie et ses expatriés. Je parlais d'un discours contre les doubles nationaux, alors que le droit n'a jamais été contre les doubles nationaux. Alors, on a parfois... pourquoi ne pas imaginer, si ça peut faire plaisir, un discours qui continue à être ferme sur l'immigration, mais faire un droit qui serait plus favorable, plutôt que le contraire, parce qu'avec la loi marocaine, on a eu un discours anti-subsaharien, mais pas anti-émigration des nationaux, et finalement, le droit a été autre aussi, puisqu'il a permis de plus sanctionner les nationaux. Juste un mot aussi, parce que c'est important, du coup, sur les frontières européennes, leur déplacement, et puis sur l'Europe. Je ne veux pas non plus donner l'impression de diaboliser l'Europe ou de taper sur l'Europe, parce que je crois que j'ai bien insisté sur le fait que c'est une tendance mondiale à laquelle participe l'Europe et les États maghrébins, etc. Donc d'une part, c'est vrai que c'est en Europe que les droits fondamentaux restent les plus protégés. Je vais peut-être dire tout de suite un mot quand même sur le processus de Khartoum. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'était. Je pensais avoir assez contextualisé, en montrant que l'Italie se sentait un peu, était en opposition avec les autres États. Elle s'était individualisée, notamment avec Mare Nostrum. Après ce processus de Khartoum, je pense pas qu'on soit dans le débat sur la possibilité de demande d'asile au plus proche des gens ou des visas humanitaires, parce que on a parlé justement de discuter davantage avec les pays sources comme l'Érythrée et comme le Soudan. On a quand même du mal à imaginer quelles voies peuvent être facilement accessibles pour les personnes déjà dans leur pays d'origine même. Ça, c'est toujours un problème. Enfin, ça fait longtemps que c'est discuté, puis sur les routes. Donc, disons qu'on peut discuter sur la bonne foi derrière le lancement de ce processus. Oui, et du coup, il y a un lien avec la question de la rhétorique migration-développement, parce que une partie de ce processus de Khartoum, dans la motivation, c'est de relancer bien sûr cette idée qu'il faut travailler avec les pays d'origine pour qu'ils puissent, pour tarir les sources. Donc c'est aussi ça l'idée, de discuter avec l'Érythrée par exemple pour qu'ils ne partent pas tous de là. Et sur le déplacement des frontières européennes,
Juste un mot pour dire que je pense pas forcément que ce soit qu'un déplacement de frontières européennes, c'est un déplacement de frontières. C'est-à-dire que tout le monde veut refiler à l'autre la charge. Donc, à partir d'un moment où un État, on le voit, c'est ce qu'on voit dans les projets au Maroc, accepte de prendre plus de charges, il se prépare à la possibilité juridique de déplacer lui-même cette charge-là. Donc dans les solutions, là je ne vais vraiment pas du tout rentrer dans les détails puisqu'il y aurait plein de possibilités, mais en tout cas, moi ce que je propose, c'est de penser différemment qu'en termes d'approche africaine versus approche européenne, par exemple. Parce qu'on a vraiment une vision qui est partagée maintenant, et donc il faut être sur d'autres partenariats, il faut même que les États, les législateurs pensent à d'autres expériences, s'inspirent d'autres expériences, et choisissent d'autres partenaires que forcément dans leur région toute proche. Voilà, merci.